Monsieur Rabah Harsri, bonjour. Bonjour. Alors, comment transformer notre économie d'un système classique à un système numérique? Cette question sera au cœur d'une conférence qui va se tenir dès demain à Alger, où la Banque mondiale est partie prenante, au même titre que le gouvernement. C'est sous l'intitulé « Les jeunes et la technologie et la finance ». Alors, la question est très simple. Comment passer d'un système classique à un système numérique? Absolument. Dans les services. Merci de me donner l'occasion de présenter les objectifs de cette conférence. Laissez-moi donner un peu de contexte à cette conférence. Pendant très longtemps, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord s'est reposée sur des moteurs de croissance qui sont des moteurs de croissance liés à la dépense publique, liés à l'emploi public. Et l'heure est maintenant à faire du secteur privé le moteur principal de la croissance. Et nous pensons que de façon très spécifique, le secteur des services, incluant l'économie numérique, est aujourd'hui un secteur viable, étant donné l'importance de cette population jeune, éduquée, instruite, et qui, elle, est en contact de façon plus forte avec la technologie. Et donc, il va falloir libérer un certain nombre de freins à cette mise en connexion entre la technologie et les jeunes. Et on en parlera lors de cette émission. Mais sur l'éducation, sur la finance, sur la régulation, il y a un certain nombre d'obstacles à enlever pour faire que cette connexion entre la jeunesse et la technologie soit plus productive qu'elle est aujourd'hui. Alors l'économie numérique, c'est l'économie de demain. Aujourd'hui, on parle énormément d'indicateurs chiffrés qui relèvent par exemple sur un peu la portée et la rentabilité de cette économie, mais sans pour autant donner des indicateurs chiffrés et vérifiés sur la question des emplois. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? Absolument. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'études chiffrées qui montrent effectivement... Qui ne sont pas publiques, dont les données ne sont pas publiques, mais les études le sont. Sur la région MENA, il y a un certain nombre de très bonnes nouvelles d'entreprises qui ont commencé comme des startups, qui sont devenues des compagnies qui sont maintenant avec des valorisations de plus d'1 milliard de dollars. Ils seront présents à la conférence, notamment Careem, Souk, qui sont des exemples de grandes réussites dans la région. Et ce sont des entreprises qui ont créé beaucoup d'emplois, notamment dans tout ce qui est le transport de la personne, avec un certain nombre d'applications. Je comprends qu'en Algérie aussi, TamTam et Yacine sont des plateformes digitales qui aussi permettent cette création d'emplois dans ce secteur du transport, et aussi potentiellement d'en améliorer la qualité. Et donc cette économie numérique peut supporter l'emploi, peut supporter l'amélioration des services, peut supporter une plus grande concurrence et bien sûr créer encore une fois ce levier de croissance par le secteur privé, un secteur privé renouvelé, plus créatif, plus innovant, avec plus d'entrants, plus de participants, et c'est ce dont cette jeunesse a besoin aujourd'hui. Alors c'est une économie émergente en termes d'emploi. Est-ce qu'on peut donner des indicateurs? Est-ce que vous les avez? L'objet de cette conférence, c'est en fait pour nous de comprendre, pour le ministère des Finances avec qui on travaille conjointement et le Fonds monétaire arabe, comprendre l'émergence de cette nouvelle économie. Les chiffres ne sont effectivement pas disponibles parce qu'il y a très peu d'analyse systématique de cette nouvelle économie, mais l'objet de cette conférence, c'est de donner cette place prominente à l'étude de cette nouvelle économie, de la comprendre et peut-être de l'accélérer avec des politiques publiques. Alors, Monsieur Harsri, vous dites que pour permettre l'émergence de cette économie, il faut libérer un certain nombre de freins. Qu'entendez-vous exactement par le nombre de freins qu'il faut absolument aujourd'hui lever? Est-ce qu'il faut y aller impérativement? Il faut y aller parce que cette jeunesse nous montre avec son esprit d'entreprise que finalement il est possible d'avoir des succès. Il y a un certain nombre de success stories qui sont algériennes, qui sont aussi dans la région, et donc cette jeunesse nous montre qu'elle a envie d'y aller, et il y a un certain nombre comme je vous disais, de success stories qui nous montrent que ce levier de croissance est un levier à ne pas sous-estimer. C'est un levier qu'il faut absolument encourager. Les freins dont on parlait sont des freins liés à peut-être de façon plus précise dans le système de l'éducation, essayer de préciser ce passage vers cette économie nouvelle, de faire que le système éducatif s'adapte plus aux métiers de demain. Il faut aussi, dans la finance, libérer un certain nombre d'éléments qui
qui permettent de faire des transactions entre personnes de façon plus flexible. Donc ça a à faire avec les systèmes de paiement. Il faut aussi que la régulation soit une régulation qui encourage la concurrence, qui encourage l'innovation. Et là-dessus, il faut sortir aussi de cette perspective où la réglementation est simplement vue d'un point de vue prudentiel. Et il faut que cette réglementation soit une réglementation qui encourage l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc il faut revoir le dispositif législatif. Vous dites qu'il faut libérer pour les banques un certain nombre de contraintes. Vous faites allusion au paiement en ligne ? Paiement en ligne, paiement ou les transferts par mobile. Là-dessus, il faut qu'un certain nombre d'opérateurs permettent, encore une fois, innovent. Et là-dessus, le message de la banque, c'est aussi innover par les politiques publiques, innover en laissant de l'espace à d'autres opérateurs pour permettre une fluidification de cette économie, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ces jeunes nous le montrent, ils sont capables d'innover, mais un certain nombre de freins, notamment dans les systèmes de paiement, ne permettent pas de faire que cette économie arrive à son plein potentiel. Et ça dans la région, c'est le taux de transactions sans cash est très limité, alors que la pénétration d'Internet est très élevée. Donc il y a là-dessus, pour la région dans son ensemble, d'énormes efforts à faire pour soutenir cette nouvelle économie. Mais beaucoup disent aujourd'hui qu'encourager l'innovation, c'est oui, mais pas au détriment de l'équilibre économique. Comment faire ? Au détriment de l'équilibre économique, je pense que vous référez au risque potentiel que cette innovation peut amener. Parce que vous dites libérer d'abord et réguler après. Alors que si on se réfère à un certain système, par exemple, au niveau de l'Europe, ils ont d'abord mis en place tout un dispositif réglementaire, puis libéré par la suite. Pourquoi nous, on devrait faire à l'inverse ? Non, je dirais qu'en Europe, et on aura un certain nombre d'intervenants sur le sujet, en Europe, la régulation, surtout dans les secteurs très innovants où finalement cette technologie est peu connue, il faut avoir l'humilité de réguler en allant parce que finalement c'est une technologie qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut avoir cette humilité d'avoir un dispositif qui évolue, qui est flexible afin d'accompagner ce secteur. Mais est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait nous inspirer dans l'étape actuelle ? Absolument. Monsieur Elsri. Absolument. Le modèle européen sur la régulation des télécoms est un modèle très intéressant et je vous rappellerai que finalement permettre cette compétition, cette concurrence, de nouveaux entrants, ça permet d'améliorer la qualité du service et l'innovation. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, dans la région MENA, des modèles qui ont réussi et qui pourraient peut-être susciter aujourd'hui l'intérêt ? Parce que ce qu'on relève aujourd'hui, c'est avec les startups, en termes de volume, on n'a pas d'indicateur très chiffré précis, ni sur la valeur, ni sur les emplois qui sont créés. Mais est-ce qu'on peut on se concentrait essentiellement sur les success stories, par exemple, sur les modèles d'entreprises et de personnes qui ont réussi ? Il y a l'exemple de Dubaï qui aujourd'hui fait fureur parce que c'est l'endroit où la plupart des startups démarrent. C'est un modèle où effectivement la régulation est plutôt light touch et elle permet finalement l'amoncellement de ces success stories. Je ne dirais pas qu'il faut forcément renouveler l'exemple de Dubaï partout. Dubaï a une situation particulière dans la région, mais ça montre qu'un climat des affaires approprié peut permettre, encourager l'entrepreneuriat et l'émergence de compagnies qui peuvent prendre leur envol et créer cet emploi. Pour l'Afrique, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'exemple du Kenya. Tout à fait. Le Kenya a innové dans le secteur des transferts de paiement par mobile et ça a permis, dans le cadre d'une situation où effectivement le système bancaire était très peu développé, de faciliter les échanges entre les gens et ça a permis un certain nombre d'innovations dans le secteur de l'agriculture et d'autres. Et donc c'est plutôt vu comme une histoire où finalement la régulation qui est venue après a permis le développement d'un système financier un peu plus dynamique.
Mais au Kenya, certains considèrent qu'ils ont pris énormément de risques de telle sorte à ce qu'ils n'ont pas pu un peu sécuriser les comptes. Or que c'est l'exemple qui ne pourrait pas être suivi par l'Algérie. Comment vous l'évaluez? Non, je dirais, je ne suis pas au fait de ces difficultés que le Kenya a subies, mais encore une fois, la régulation, l'aspect prudentiel de la régulation est énormément important, comme vous le dites. Assurer la confiance dans le système est vraiment un élément essentiel, mais il faut aussi équilibrer dans la nécessité que cette régulation apporte plus de compétition et plus d'innovation dans le secteur. Ce qui est relevé aujourd'hui chez nous en Algérie, c'est que la valeur économique dépend de la régulation effectuée par la Banque centrale, donc la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, dans notre cas, si les échanges financiers s'opèrent chez l'opérateur mobile, qui régule? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ça restera la Banque centrale, je suppose. Alors, justement, Monsieur Rabah Al-Sqi, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez relevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, pour la mise en place de cette économie aujourd'hui, il faut améliorer ou renforcer le rôle du système éducatif dans le changement de l'état d'esprit de telle sorte à atteindre ces objectifs. Comment cela doit se faire de façon concrète? Non, il faut que le système éducatif permette d'apprendre à apprendre. Cette nouvelle économie pointe à des changements qui sont perpétuels, qui sont constants. Donc il faut absolument que le système éducatif permette cette adaptation constante à cette évolution technologique. On est au milieu d'une transformation technologique majeure et il va falloir essayer de préparer cette jeunesse à pouvoir en faire un atout plutôt que de s'exposer à des risques qui pourraient être très importants. Mais comment, c'est-à-dire enseigner cette économie numérique déjà dès l'école? C'est enseigner en fait à être constamment à la pointe de ces développements, à apprendre à apprendre ce qui évolue. Donc c'est perpétuellement être dans l'adaptation, dans comprendre l'évolution de cette frontière. Et c'est aussi bien sûr faire que le système éducatif ne forme plus les gens seulement pour l'emploi public, mais pour une économie effectivement renouvelée, dominée par les services, une économie de l'intangible. Et là-dessus, je pense que le système éducatif dans la région doit évoluer vers une plus grande proximité avec le secteur privé. Et là-dessus, il y a énormément à faire pour que les va-et-vient entre l'école et les secteurs privés soient beaucoup plus répandues qu'elles le sont actuellement. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que nous avons en Algérie l'émergence de pas mal de sites électroniques qui proposent des prestations de services dans différents domaines. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple des transports. Il y a par exemple aujourd'hui Webknis où vous pouvez trouver par exemple plein d'offres qui sont mises en place. Et ce qu'il y a, c'est que les Algériens ont pu s'adapter et même dépasser la question du paiement en ligne. Vous avez déclaré tout à l'heure que c'est une économie émergente dans certains États, alors qu'elle est développée dans d'autres, alors qu'on trouve aujourd'hui, c'est que malgré la difficulté, certaines contraintes, certains pays s'adaptent. Comment vous l'évaluez ? Non, c'est une très bonne remarque. Effectivement, le fait que malgré les contraintes, cette économie émerge pointe au fait que effectivement, il faut faire plus pour que cette économie prenne pied et soit encore plus créatrice d'emplois. Par exemple, dans quel domaine ? Pour être plus précis, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Non, en fait, j'allais citer l'exemple des plateformes d'emploi, des plateformes digitales d'emploi. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ces plateformes d'emploi émergent. Elles permettent à la fois la formation continue en ligne pour les gens qui sont parfois dans les régions éloignées, les régions en difficulté et qui ont difficilement accès à des cursus qui sont parfois très coûteux. Donc c'est finalement ces plateformes en ligne peuvent abaisser le coût de distribution de ces services de façon majeure. Et dans la formation continue,
continue, dans aussi l'idée d'appareiller le secteur privé, la demande d'emploi à l'offre d'emploi. Il y a un certain nombre de sites qui ont émergé, et je le sais, je crois aussi en Algérie, qui permettent d'appareiller cette demande et cette offre d'emploi. Et il y a aussi, bien sûr, ce qui émerge, c'est tout ce qui est l'incubation. Donc, lorsque des jeunes ou des moins jeunes ont des idées, les plateformes digitales identifient, essayent d'évaluer et ensuite essayent d'apporter des financements qui accompagnent ces projets. Donc, finalement, ces plateformes digitales, l'économie de ces plateformes digitales est une économie qui peut prendre corps assez rapidement parce que finalement, elle abaisse les coûts de distribution. Elle aussi peut renforcer la confiance dans le système parce que c'est des plateformes où finalement l'information circule librement avec la possibilité d'évaluer la personne avec qui on fait des transactions. Mais comment créer des emplois si la valeur économique n'est plus chez les grands employeurs? On aura un problème de création d'emplois, justement. Non, parce que finalement, dans un premier temps, l'économie traditionnelle va utiliser la force de cette économie numérique, cette économie digitale, et va s'agrandir. Je prenais l'exemple des restaurants qui pouvaient élargir leur offre en utilisant ces plateformes en ligne. Donc, si le secteur traditionnel utilisait ces plateformes pour agrandir leur marché, le taille de leur marché, effectivement, il est possible que cette économie traditionnelle soit encore plus dynamique grâce à cette nouvelle économie numérique. Mais justement, la question, c'est comment concilier aujourd'hui cette économie numérique traditionnelle avec cette économie traditionnelle, puisque dans la traditionnelle, on parle de concurrence déloyale. Je prends un exemple très simple. Vous avez Airbnb qui concurrence les hôtels alors qu'ils n'emploient que quelques informaticiens. Où est dans ce cas-là l'équilibre économique? C'est la plateforme qui permet de louer des maisons à un voyageur passager, une sorte, en quelque sorte, ce que nous faisons ici chez nous qui s'apparente à Wedkini. C'est en France déjà, les fédérations des professionnels de l'hôtellerie se plaignent de concurrence déloyale. Est-ce qu'on ne peut pas être confronté à ce type de difficultés? Absolument. L'économie numérique requiert que nous pensons le statut de ces travailleurs de l'économie numérique et effectivement d'empêcher une forme de concurrence déloyale. Mais il faut effectivement repenser le cadre régulatoire à la lumière de ces changements technologiques et d'assurer que le statut de ces travailleurs, pour ses propres travailleurs, ne soit pas quelque chose qui soit une course vers le bas. Mais est-ce qu'il faut prendre en considération tous ces aspects, puisque vous avez tout ce monde qui utilise Internet, sauf que le développement de celle-ci n'est pas financé par ces innovateurs? Non, je suis d'accord sur l'idée que effectivement c'est une concurrence nouvelle qui en soi permet de bousculer un peu les choses, d'améliorer aussi l'offre et la qualité du secteur, j'allais dire plus traditionnel. Mais il faut réglementer, il faut que le statut de ces travailleurs de ces nouvelles entreprises digitales soit bien étudié de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Mais est-ce qu'il va falloir mettre en place tous ces dispositifs avant, bien sûr, de se lancer dans cette économie numérique, ou alors il faut foncer quand même? Et non, je pense qu'il faut être entre les deux. Il faut faire attention aux risques, mais il faut aussi oser. Il faut oser une économie en mouvement, une économie qui s'adapte à ces transformations technologiques. Comme je vous le disais, on est au milieu de cette transformation technologique mondiale. Il faut que la région s'adapte à ces changements et les utilise pour le mieux. Mais aujourd'hui, la masse monétaire est limitée. Si les petites entreprises innovantes collectent le plus gros, qu'est-ce que ça va être pour les entreprises traditionnelles? Elles vont disparaître? Mais encore une fois, je voudrais qu'on évite d'opposer le traditionnel et le moderne. Je crois que ce qu'on voit en Algérie et ailleurs, c'est un mariage entre cette économie plus technologique et l'économie traditionnelle. Et donc, je pense que surtout dans les pays en développement, le potentiel de création d'emplois grâce à cette technologie est beaucoup plus important que dans les pays avancés. Donc, s'adapter vient par la régulation, en mettant en place tout ce dispositif. Une régulation intelligente qui accompagne. Pas l'inverse, libérer après réguler. Je dirais que, encore une fois, équilibrer les deux objectifs, limiter le risque, mais aussi encourager l'innovation et la concurrence. La régulation est donc dans ce cas-là nécessaire.
Absolument. Alors, des questions des auditeurs. Comment l'État et les institutions spécialisées peuvent-ils encourager, aider les jeunes entrepreneurs à se lancer dans la révolution numérique? Absolument. C'est une question d'un auditeur. Hein. Non, c'est une très bonne question. Il y a un certain nombre de gens dans la région et aussi de la diaspora qui sont maintenant des gourous de cette économie numérique. Et donc, je pense qu'il va falloir mettre en connexion ces jeunes en Algérie et ailleurs dans la région, les mettre en connexion avec ces gourous et faire beaucoup plus j'allais dire de mentorship, de parrainage et de permettre de connecter cette jeunesse à cette économie globale des services. Mais pourquoi particulièrement les jeunes ? Parce que les jeunes sont plus aptes, et ils nous le montrent, ils sont plus aptes à se connecter à cette nouvelle technologie, à s'adapter. Et donc, ils sont aujourd'hui ceux qui sont en train de tirer cette économie nouvelle. Mais vous, en tant que Banque mondiale, vous apportez votre expertise à l'Algérie, vous essayez un peu de l'accompagner dans le dispositif réglementaire qui est en train d'être mis en place actuellement ? C'est ça votre rôle ? La Banque mondiale a une palette de rôles, effectivement, sur le conseil, dans un certain nombre de domaines, qui incluent l'éducation, la finance et bien d'autres secteurs. Donc, effectivement, la Banque mondiale est impliquée dans tous ces secteurs et de plus en plus essaye d'adapter ses conseils à cette transformation technologique. Mais avec cette transformation technologique aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est un nouveau gisement économique pour l'Algérie qui bien sûr fait face depuis 2014 à une crise financière? Est-ce que ça peut être peut-être une économie émergente en substitution aux hydrocarbures? Absolument. Ce qui s'est passé après la chute dramatique des prix du pétrole en 2014, c'est un formidable ajustement, une stabilisation macroéconomique. Ce qui se passe, c'est qu'on rentre maintenant dans une deuxième phase qui est une phase plus structurelle. Et je suis au fait que le gouvernement est en train d'accélérer un certain nombre de réformes structurelles pour encourager effectivement l'essor du secteur privé. Et c'est dans cette deuxième phase que cette conférence prend toute sa place, et d'essayer de comprendre de façon spécifique comment on peut accélérer cette nouvelle économie, ces moteurs de la croissance qui sont effectivement en dehors du secteur d'hydrocarbures. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit le paiement mobile au Kenya est basé sur le compte virtuel, l'argent est transformé en airtime, c'est le terme consacré pour les minutes mobiles, ce qui s'apparente à du flexi en Algérie, donc la valeur réelle est de l'argent et dépend de l'opérateur de télécommunications qui n'est pas en termes clairs une banque. Les opérations ne sont pas traçables. C'est comme si on encourageait une sorte d'informel numérique. C'est le cas ou pas le cas? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question qui est posée? Non, je pense que pour tout ce qui est transaction, la Banque centrale garde son autorité et elle n'a pas à la reléguer. Alors, en Europe, on a permis cela dans des champs limités. Par exemple, la carte prépayée du téléphone qui a donné la carte prépayée du bus, du théâtre. Donc, c'est de l'argent virtuel, mais qui est canalisé en termes clairs par les banques. Est-ce que c'est le dispositif qui devrait être suivi parce qu'il est beaucoup plus sécurisé aujourd'hui? Oui, non, certainement. Comme je vous le disais, il est important dans tout ce qui est transactions financières, dans tout ce qui est secteur financier, d'assurer la confiance dans le système. Donc, la régulation est absolument nécessaire, mais un certain nombre d'opérateurs peuvent apporter des solutions innovantes et il ne faut pas s'en priver. Est-ce que le passage par une banque est obligatoire aujourd'hui pour assurer cette traçabilité des transactions qui peuvent être effectuées, puisque ça va faire le net? Toutes les opérations. Oui, bon, il y a des banques. C'est de l'argent virtuel. Oui, il y a des banques qui sont virtuelles et qui opèrent très bien. C'est-à-dire le passage d'une banque, c'est obligatoire ou on peut développer d'autres moyens? On peut, effectivement, on l'a vu dans d'autres cas, effectivement, avoir d'autres opérateurs qui opèrent dans les transactions. Un exemple concret, par exemple? Non, le Kenya est un bon exemple et on l'a vu dans un certain nombre d'autres pays. Il y a d'autres opérateurs qui permettent les transferts entre individus. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui est aujourd'hui économie, c'est-à-dire traditionnelle, pourrait se transformer en économie numérique? Encore une fois, je ne veux pas opposer économie traditionnelle. Non, c'est-à-dire tout ce qui se fait traditionnellement dans l'économie, c'est-à-dire palpable, pourrait se transformer en virtuel.
Absolument. Tous les secteurs. Dans tous les secteurs. On voit maintenant, par même exemple, dans le secteur de l'extraction. les entreprises de transport via le net. Absolument. Même dans le secteur de l'extraction, on parle d'une transformation technologique en utilisant le big data pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'extraction. Donc, tous les secteurs sont touchés aujourd'hui par cette transformation technologique. Et ça touche tous les domaines, sans exclusion? Sans exclusion. Et je citerai l'exemple du secteur de la santé, où aussi le cas pour aussi d'utiliser le numérique est très important, notamment dans les régions éloignées où finalement l'accès à un docteur par ses moyens virtuels, par le téléphone ou par l'Internet peut sauver des vies et réduire de façon significative le coût de délivrer des services médicaux. Alors, autre question d'un auditeur, dans un premier temps, puisque c'est une économie un peu émergente, comment soutenir les jeunes? Qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre à leur disposition? Il faut, comme on le disait déjà dans le système éducatif, faire que le système éducatif forme les jeunes au métier de demain. Et là-dessus, il est essentiel effectivement que le système soit à la page avec cette frontière technologique. Et il faut essayer de connecter le secteur privé avec le système éducatif beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Mais quelle réponse apporte la Banque mondiale aujourd'hui à la question de la formation, puisque cette question sera débattue dès demain. Absolument. À Alger. On est dans une approche de conseil et on est... d'échange d'expertise. Absolument, et on est aussi dans une approche où on essaye de mobiliser les expériences d'un certain nombre de pays de par le monde et on propose un certain nombre de supports pour réformer ces systèmes éducatifs dans la région. Pour l'Algérie, qu'est-ce que vous allez proposer de façon concrète? Vous êtes algérien. Ce sera... vous êtes à la Banque mondiale. Absolument. Non, je crois que... vous étiez au FMI auparavant. Oui, absolument. La Banque mondiale travaille de concert avec les autorités algériennes et nous sommes à leur entière disposition pour permettre d'aider dans quelques domaines que ce soit. Dans le domaine de la formation, c'est-à-dire au niveau de l'école, de façon concrète? Absolument. Des discussions auront lieu demain et ce sera, j'espère, annoncé à la suite des discussions qu'on aura avec les autorités. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, que dans le domaine de l'expertise, vous pouvez échanger des points de vue des pays qui ont réussi? Par exemple, les exemples pour vous qui devraient peut-être inspirer l'Algérie? Absolument, il y a l'exemple de l'Estonie, par exemple, qui est un exemple où finalement cette économie numérique a pris corps et est devenue une économie où finalement le moteur principal est maintenant cette économie numérique. Mais est-ce qu'on a quantifié sur le nombre d'emplois qui ont été créés de façon réelle? Absolument. Est-ce que vous avez des indicateurs? Sur la région, les études qu'on a faites nous disent, encore une fois, sur le secteur des services, que la plupart des emplois créés en Tunisie, au Liban et ailleurs, sont essentiellement des emplois qui ont été faits dans le secteur des services. Donc aujourd'hui, la création d'emplois est essentiellement dans le secteur des services, numérique ou pas. Alors, un auditeur qui revient sur ce que vous avez déclaré à l'instant par rapport au Kenya, il vous dit, en Afrique, au Kenya, c'est des opérateurs étrangers qui ont innové le paiement mobile. Très bien. Ça devrait être. Absolument. Encore une fois, cette régulation doit encourager l'entrée d'opérateurs qui innovent et les banques elles-mêmes, je le comprends maintenant au Kenya, sont en train de s'allier avec ces nouveaux opérateurs pour améliorer la qualité des services. Il y a du retard à rattraper en Algérie pour vous? Dans la région, effectivement, il y a un certain nombre de retards et comme je vous le disais, les paiements sans cash sont très limités encore et il faut accélérer la réforme, la modernisation et je crois que c'est le cas en Algérie, cette réforme est en cours et je crois que nous sommes dans la bonne voie de ce point de vue. Mais ce retard est dû un peu au retard par rapport à la réalisation de la plateforme numérique, par rapport à l'Internet ou par rapport au e-payment? Il y a effectivement sur l'accès à l'Internet, à un Internet avec des... de haut débit. De haut débit, mais aussi sur le prix de ces prestations. Il va falloir faire un gros effort dans la région pour avoir un accès universel et la Banque mondiale a produit un rapport sur l'entièreté de la région MENA pour améliorer l'accès et la vitesse de cet Internet parce qu'effectivement c'est la pierre angulaire de cette économie numérique. Monsieur Rabah Harsri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.